Au début de l'histoire, un leader de parti expulse Lloyd, notre protagoniste, de son groupe. Une scène du passé montre Lloyd enfant. Son professeur lui enseigne la magie de feu et lui demande d'essayer. Elle lui annonce qu'en cas d'échec, il n'aura pas de dîner ce soir. Après cela, elle s'en va. Dans la scène suivante, Lloyd persévère, finit par maîtriser la magie et court retrouver son professeur pour lui montrer ses progrès. La flamme qu'il génère est faible. Son professeur le félicite brièvement, souffle sur la flamme pour l'éteindre, puis utilise la magie de feu contre lui pour le brûler. Elle lui explique que c'est ainsi que l'on utilise cette magie et qu'il a encore beaucoup à apprendre. Ensuite, elle lui montre une magie qui permet de faire jaillir de l'eau du sol. Elle lui demande de reproduire la technique. Lloyd tente l'exercice. L'eau ne sort pas, mais le sol s'humidifie légèrement. Il est heureux et montre fièrement le résultat à son professeur. Une fois de plus, elle le félicite, puis lui jette une grande quantité d'eau dessus pour lui montrer la bonne façon de faire. Elle lui répète qu'il a encore beaucoup à apprendre. Lloyd tente ensuite la magie du vent. Il parvient à faire voler quelques feuilles. Son professeur souffle dessus et les disperse aussitôt. Puis Lloyd utilise la glace pour créer une statue à l'image de son professeur. Il lui demande son avis. Elle lui répond qu'elle aime beaucoup. Ensuite, elle prend le contrôle de la statue, la fait grandir et soulève Lloyd dans les airs. La glace fond, Lloyd tombe au sol. Malgré cela, il garde espoir et dit qu'il continuera à s'entraîner même s'il manque de force. Ces paroles réjouissent son professeur. Plus tard, son professeur est ivre. Son état s'aggrave. Lloyd utilise une magie de soin pour la guérir. Elle se sent mieux, se lève et le félicite pour sa maîtrise de la magie de soin. Elle le serre dans ses bras et le remercie. Lloyd lui demande s'il a été utile. Il attend une réponse. Son professeur se redresse et annonce qu'il est temps de reprendre l'entraînement. Elle l'emmène immédiatement s'exercer à nouveau. Dans une scène suivante, le professeur de Lloyd lit un livre avec inquiétude. Lloyd arrive et lui dit que le dîner est prêt. En rangeant le livre, elle le laisse tomber. Lloyd le ramasse et remarque qu'il commence à briller. Il s'évanouit aussitôt. Son professeur ne s'occupe pas de lui tout de suite, elle ramasse d'abord le livre. Surprise, elle affirme que cette fille a le potentiel pour devenir l'élu. Elle se retrouve ensuite seule avec le livre. Elle dit que si tel est le destin de Lloyd, alors il doit suivre cette voie. Elle rejoint Lloyd, qui dort toujours. Elle pense qu'elle ne le laissera pas répéter ses propres erreurs. Elle l'embrasse, lui lance un sort et affirme que Lloyd ne doit jamais avoir une confiance excessive en lui-même. Plus tard, elle lui parle de la magie blanche. Elle lui explique qu'un mage blanc utilise sa magie pour le bien des autres. Lloyd utilise cette magie pour faire mûrir un fruit et demande comment il a fait. Son professeur le félicite mais ajoute que la magie de soin ne suffit pas. Elle utilise alors sa propre magie pour faire pousser un arbre entier, rempli de feuilles et de fruits. Elle affirme que c'est ainsi que doit fonctionner la magie de soin. Ensuite, elle se vante et s'en va. Pendant ce temps, Lloyd dit que son maître est incroyable. Dans une autre scène, elle lui explique que certains peuples bestiaux utilisent une magie particulière pour contrôler les monstres. Lloyd découvre une magie ancienne dans un livre. Il montre le passage à son professeur. Elle lui interdit de l'étudier. Elle lui dit que cette magie a disparu depuis longtemps et n'existe plus. Lloyd reprend alors son entraînement. Il tente d'invoquer son bâton rapidement, mais il est trop lent. Son professeur invoque son propre bâton et frappe les pieds de Lloyd. Elle lui dit qu'il doit apprendre à aller plus vite et qu'il est encore très inexpérimenté. Elle lui ordonne de ne jamais être paresseux dans son entraînement. Lloyd répond qu'il a compris. Dans une autre scène, Lloyd lit sur les pierres magiques. Son professeur lui explique que ces pierres sont du mana cristallisé. Ensuite, elle l'emmène dans une forêt remplie d'animaux. Lloyd lui demande pourquoi elle l'a amené ici. Elle lui donne un couteau et lui dit qu'il doit survivre ici pendant une semaine en utilisant sa propre magie. Aussitôt, elle s'enfuit. Un monstre attaque alors Lloyd. Pris de panique, il grimpe à un arbre. Il réalise qu'avec sa magie blanche, il ne pourra pas vaincre ce monstre et décide de fuir. En fermant les yeux, il parvient à voir au loin. Il descend de l'arbre, trouve un fruit cru, utilise sa magie de soin pour le faire mûrir, le mange et commence sa survie. Il crée aussi un cercle magique et réfléchit à améliorer sa force. Il progresse et continue d'apprendre. Il se dit qu'il doit améliorer ses capacités de recherche pour trouver de la nourriture plus vite. Un peu plus tard, une énorme araignée apparaît. Lloyd s'excuse auprès d'elle et lui explique qu'il est entré sur son territoire par erreur. L'araignée le poursuit. Lloyd court, mais sa vitesse est limitée. Il pose le pied sur un cercle magique et sa vitesse augmente. Il réussit à fuir. Une semaine plus tard, Lloyd revient chez lui mais s'évanouit en arrivant. Son professeur l'accueille et lui souhaite la bienvenue. Les années passent. Lloyd a grandi. Il nettoie la maison. Il découvre des livres sur une ville. Il demande à son professeur s'il peut les prendre. Elle accepte. Plus tard, alors qu'il est en train de balayer la chambre, son professeur lui dit qu'elle crée un sort pour ralentir le vieillissement et qu'il doit venir avec elle. Dans une autre scène, alors qu'il s'occupe du linge, son professeur revient et lui demande de l'aider à améliorer la magie de soin. Elle l'entraîne de force. Ils mangent ensemble. Son professeur a soudain une nouvelle idée concernant une magie inédite. En l'écoutant, Lloyd devient inquiet.
Elle expérimente beaucoup avec lui et ne lui laisse même pas le temps de dormir. À force de tout ce qu'il vit, Lloyd devient de plus en plus inquiet. Il regarde à nouveau le livre sur la ville. Dans la scène suivante, le professeur vient chercher Lloyd pour faire des expériences, mais elle ne le trouve pas. Il ne reste que le livre. À ce moment-là, on comprend que Lloyd a quitté la maison et se trouve désormais en ville. Lloyd découvre une foule de personnes. Il remarque à quel point l'ambiance est différente. Il a faim, alors il achète une miche de pain. Il constate qu'il n'a plus du tout d'argent. Soudain, un papier se colle à son visage. Il s'agit d'une annonce pour recruter des aventuriers. Quelqu'un observe Lloyd à distance, voit ce qui se passe, puis s'éloigne. Dans la scène suivante, Lloyd rejoint une équipe. Ils affrontent un monstre qui devient furieux et commence à tout détruire autour de lui. Lloyd remarque que ses compagnons faiblissent. Il utilise alors sa magie pour renforcer tout le monde. Personne ne se rend compte qu'il en est la source. Le monstre frappe, mais une fille bloque l'attaque avec son bouclier. Elle remarque que le coup était très faible. Elle comprend qu'il se passe quelque chose d'étrange. Les autres membres de l'équipe en profitent pour immobiliser le monstre. Le chef de l'équipe lance une attaque et parvient à le tuer. Toutes les filles accourent pour féliciter le leader et déclarent qu'il est devenu un véritable héros. Pendant ce temps, Lloyd souffle un peu et dit qu'au moins, ils ont accompli la mission. La fille au bouclier le regarde silencieusement. Dans la scène suivante, la troupe rentre en ville. La foule les acclame. Tout le monde dit que le héros Allen a vaincu un monstre très puissant. Un peu plus tard, il partage les récompenses. Le leader donne très peu d'argent à Lloyd en précisant que c'est à cause de son rendez. Lloyd accepte la somme avec le sourire, sans protester. Allen propose ensuite d'aller boire. Lloyd refuse poliment en expliquant qu'il ne boit pas. Il s'éloigne. Les autres filles critiquent son attitude. Le leader répond qu'ils peuvent facilement remplacer Lloyd. Il ajoute que les mages blancs ne servent à rien pendant les combats, qu'ils ne sont que des figurants. Dans la scène suivante, on apprend que l'homme qui surveillait Lloyd s'appelle Will. Il se rend auprès du professeur de Lloyd. Il l'informe que Lloyd a rejoint le groupe des héros. Le professeur lui répond qu'elle lui doit déjà beaucoup. Elle estime que le moment est venu pour Lloyd de découvrir les vrais combats. Selon elle, tant qu'il ne devient pas arrogant, il ne court aucun danger. Will lui demande si elle regrette toujours cet événement. Elle confirme qu'elle ne veut plus jamais refaire la même erreur. Will raconte qu'à l'époque, le seigneur démon a tout sacrifié pour voler un grimoire. Il a combattu et vaincu tout le monde dans le but d'obtenir ce grimoire. Une magie ancienne est alors utilisée. Elle permet de ramener à la vie toutes les personnes tuées par le seigneur démon. Parmi elles, le professeur de Lloyd apparaît et serre Lloyd dans ses bras. Elle explique que c'est grâce à Sibyl, qui a utilisé cette magie ancienne au prix de sa vie. Dans la scène suivante, le groupe de Lloyd devient célèbre pour avoir vaincu de puissants monstres. Un conteur raconte l'histoire du monde. Il explique que le Créateur l'a formé et a laissé une preuve de son existence, les Saintes Épées, trésor national de la nation sacrée. L'une d'elles a choisi un homme, l'un des 4 héros. Il s'agit d'Allen, le chef de l'équipe de Lloyd. La suite montre que le groupe lutte contre un autre monstre. Lloyd utilise à nouveau sa magie pour renforcer ses compagnons. Allen en profite pour tuer la bête. Un peu plus tard, la fille au bouclier discute avec Allen. Il la trouve très studieuse. Elle lui dit qu'elle ressent des sensations étranges lorsque son bouclier reçoit des attaques. Allen lui répond qu'il est impressionné par sa propre force, puis il s'assoit. La fille remarque qu'il ne s'entraîne plus et le lui fait remarquer. Allen, confiant, affirme qu'il n'en a pas besoin car il est déjà le plus fort. Des soldats se reposent au bord d'une rivière. Soudain, un marqueur de golem attaque. Les gardes préviennent Allen que les soldats à la frontière ont été tués. Ils expliquent que cette zone servait aussi de route de contrebande. La mission leur est donc confiée en urgence. Allen prend la situation à la légère. Il dit qu'il suffit de vaincre quelques golems et que ce sera facile. Le groupe arrive près d'un passage. Allen demande à Lloyd s'ils doivent entrer. Lloyd sent quelque chose et confirme. Il pénètre dans la zone et commence à affronter plusieurs golems. Mais à chaque victoire, un nouveau golem apparaît. Cela agace Allen. Il se plaint que les golems arrivent sans arrêt. Lloyd remarque un homme et déclare qu'il s'agit d'un démon. C'est lui qui contrôle les golems. Il attire l'attention sur une pierre magique dans le bâton du démon. Son compagnon demande de quoi il s'agit. Lloyd explique qu'il s'agit d'une forme très rare de mana cristallisé. La fille au bouclier s'adresse alors au démon en l'accusant de contrôler les golems. Lloyd lance à nouveau son sort pour renforcer l'équipe. Il demande à la fille nommée Lulu de tirer sur le mage. Mais le démon s'est réfugié à l'intérieur. Lulu hésite. Lloyd insiste. Elle tire une flèche qui traverse une pierre et touche le démon. Son bâton tombe. Lloyd demande à une autre fille, Mia, de récupérer le bâton. Elle le téléporte directement dans les mains de Lloyd, qui pose un seau dessus. Allen se met en colère. Il demande à Lloyd qui il croit être pour agir ainsi. Il rappelle qu'il est le leader. Soudain, un golem attaque. Allen se prépare à combattre. Lloyd l'arrête et explique que le golem n'est plus contrôlé par la pierre magique. Il est devenu imprévisible et le combat serait trop risqué. Allen refuse d'écouter et engage l'affrontement. Le golem s'apprête à frapper Allen violemment. Lloyd utilise sa magie pour augmenter sa vitesse et pousse Allen sur le côté. L'attaque est évitée de justesse. Allen ne le remercie pas.
Il s'énerve contre Lloyd et lui ordonne de ne plus se mettre en travers de son chemin. Puis il élimine le golem. Ensuite, Allen annonce à Lloyd qu'il le renvoie de l'équipe. Il estime qu'il ne fait rien d'utile, que Sheena assure seul les soins et que Lloyd ne sert à rien. Lloyd reconnaît qu'il est inutile. Allen lui dit qu'il peut partir. Lloyd s'en va en silence, pendant que les autres continuent de le rabaisser. Lloyd entre dans la guilde et demande à rejoindre une équipe, mais il essuie plusieurs refus. Il devient triste. Cela fait 3 jours qu'il cherche, sans succès. À ce moment-là, il entend une fille supplier la réceptionniste. Elle dit qu'ils ont besoin d'un mage blanc gratuit pour le lendemain. La réceptionniste lui répond que ce n'est pas possible. La fille insiste et demande qu'on lui propose quelqu'un, peu importe qui. La réceptionniste lui parle alors de Lloyd. En l'entendant, la fille s'approche de lui et lui demande s'il est un mage blanc. Lloyd confirme. Elle lui demande avec qui il est venu. Il répond qu'il est seul et sans emploi. La fille est ravie. Elle lui prend la main et l'emmène avec elle. En remontant un peu, Lloyd errait dans les rues de la ville, encore marqué par son exclusion du groupe par Allen. Ce jour-là, le chef avait osé dire que le mage blanc se cachait derrière ses coéquipiers, laissant tout le travail de soin à Sheena. Aussi étrange que cela puisse paraître, Lloyd admet qu'il n'était pas très puissant à l'époque, et il a plutôt bien pris ce rejet, tout bien considéré. En chemin, il passa devant une fontaine ornée d'une petite statue de son maître, ce qui lui rappela à quel point elle était exceptionnelle. Elle lui avait dit un jour qu'il n'était pas prêt à se débrouiller seul, et maintenant, il comprend qu'elle avait raison. Pendant ce temps, le groupe censé recruter un mage blanc s'était réuni pour une mission, infiltrer la forteresse en bois d'une bande appelée les Dirty Blocks. La fille aux cheveux roses semblait confiante, mais même elle savait que cette quête de rang a été difficile, ce qui rendait le reste du groupe nerveux. Bien sûr, ces aventuriers étaient puissants, mais l'ennemi était nombreux, expérimenté et extrêmement organisé. Ce ne serait pas un combat facile. Cependant, les attaquants n'étaient pas venus pour rien. Ils étaient également bien coordonnés. Quand la mage avait besoin de couverture, l'archer éliminait ses cibles sans faille. Quand la guerrière risquait d'être prise en embuscade par derrière, le tank intervenait, levant son énorme bouclier juste à temps pour la sauver. Et pour couronner le tout, une coéquipière à l'arrière renforçait constamment ses alliés. Avec une simple amplification physique, ils parvinrent à dominer l'ennemi et à triompher. Réalisant que tout s'effondrait, le chef survivant de la bande commença à planifier sa fuite, mais il se retrouva rapidement acculé par les aventuriers, tous portant l'insigne de leur rang. Sans issue, le chef des bandits décida de tout miser et invoqua un énorme golem de pierre pour affronter les aventuriers. Il savait que contre un corps rocailleux comme celui-ci, les sorts et les flèches ne feraient pas grand-chose. La guerrière de première ligne, toujours la première à agir, s'avança pour défendre. Elle porta un coup d'épée solide à la tête du golem, laissant une petite fissure, mais cela ne suffit pas à le ralentir. Sans perdre une seconde, elle appela Chrome pour qu'elle lui lance un sort d'amplification physique. Avec le sort activé, elle replongea dans la mêlée et asséna un second coup vertical, coupant le golem en deux comme s'il était fait de beurre. Une fois la poussière retombée, Chrome s'excusa d'avoir perdu sa concentration pendant le combat, se demandant si elle avait vraiment sa place dans un groupe de si haut niveau. La guerrière la rassura, lui disant qu'il n'y avait rien à craindre. Tout le monde comprenait que Chrome traversait une période difficile, surtout avec sa sœur Sylvie qui vivait des moments compliqués. Dans la scène suivante, nous revenons au moment où Lloyd est rejeté par l'archer à la guilde des aventuriers, juste avant que la fille aux cheveux roses n'arrive en trombe. Désespérée de trouver un mage blanc, la réceptionniste expliqua que les exigences pour rejoindre un groupe de rang S rendaient la tâche presque impossible. Mais l'un des membres de l'équipe était prêt à prendre n'importe qui à ce stade. Lloyd, qui cherchait tranquillement une équipe, fut désigné par le personnel et littéralement traîné hors de la guilde par la fille, qui le tira par le bras jusqu'à rejoindre le reste du groupe. Surpris de voir Yui revenir si vite de sa chasse au mage blanc, surtout sans même connaître le nom du garçon, elle lui demanda de se présenter. Un peu gêné, Lloyd s'exécuta. Yui présenta ensuite Dagas, le porteur de bouclier, Cross, l'archer, Silica, la mage, et enfin elle-même, Yui, la leader et épéiste. Elle accueillit officiellement le nouveau membre, mais Lloyd précisa rapidement qu'il n'avait jamais accepté de rejoindre le groupe. Silica intervint, disant qu'elle savait que cela arriverait. Dagas souligna que la chef n'avait rien expliqué, et Cross suggéra qu'il devrait refuser la mission, car il ne pouvait pas la réaliser sans Chrome. Pourtant, Yui et les autres se souvenaient que les clients avaient désespérément besoin d'aide, et comme il s'agissait d'une mission de rang A, seul un groupe de leur niveau pouvait l'accepter. Les équipes de ce rang étant rares, la tâche leur incombait. Lloyd fut stupéfait d'apprendre que ces gens étaient si puissants, surtout après qu'Allen l'avait traité d'inutile et de faible. Le mage blanc ne se voyait pas capable d'aider une équipe aussi forte. Mais avec son assurance habituelle, Yui le motiva, lui garantissant qu'il en était capable. Le groupe demanda alors à Lloyd de montrer sa magie de soutien. Sous la pression de leurs grandes attentes, il transpirait à grosses gouttes, son estime de soi étant au plus bas. Dagas suggéra de demander un sort spécifique pour ne pas embrouiller le nouveau. Yui lui ordonna de lancer un sort d'amplification sur toute l'équipe.
Cross et Silica notèrent qu'aucun mage blanc ordinaire ne pouvait accomplir cela et pensèrent qu'il valait mieux abandonner l'idée. Pour être sûr, Lloyd demanda si c'était le seul test pour rejoindre le groupe. Iwi confirma, à condition qu'il amplifie tout le monde en même temps, pas un par un. La pression monta encore. Lloyd était loin de leur niveau, et à part Iwi, personne ne croyait vraiment qu'il en était capable. Prenant une grande inspiration, il se ressaisit et saisit son bâton. Soudain, tout le groupe observa, émerveillé, son bâton apparaître de nulle part. Lloyd l'utilisa pour invoquer des cercles magiques de différentes couleurs, chacun se déplaçant en parfaite synchronisation jusqu'à ce qu'ils se rassemblent sous les aventuriers de rang S, créant un spectacle éblouissant de lumière et de couleurs. Bouche bée, Iwi demanda d'où venait ce bâton. Lloyd expliqua qu'il s'agissait d'un simple sort de stockage, mais ce qu'il voulait vraiment savoir, c'était ce que ses coéquipiers pensaient de son sort d'amplification. Iwi, complètement confuse, ne savait même pas que l'amplification avait fonctionné. Les autres essayèrent de ressentir des changements, mais seul Cross se sentit un peu plus léger. Pour tester, la leader s'approcha d'un énorme tronc d'arbre et le trancha net d'un seul coup d'épée, laissant tout le monde abasourdi. Lloyd révéla alors qu'il avait lancé 5 sorts différents, amplification physique, renforcement de la défense, augmentation de la puissance magique, réduction de la consommation de mana et résistance aux altérations d'état. Lancer un seul sort lui semblait trop simple, alors il avait pensé que tout le monde attendait quelque chose de plus. Mais voyant leur visage choqué, le mage blanc crut qu'il avait tout raté, s'excusa pour avoir fait quelque chose d'aussi médiocre et commença à s'éloigner, convaincu qu'il n'était pas le bon pour cette équipe. Iwi et les autres le rappelèrent rapidement, réalisant qu'il avait mal interprété leur réaction. Peu après, Lloyd raconta qu'il faisait partie du légendaire groupe des 4 héros du monde, mais qu'il en avait été exclu pour manque de compétences. Silica admit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un lancer autant d'amplification à la fois comme Lloyd venait de le faire. Mais le garçon insista en disant qu'il y avait des tonnes de mages blancs de son niveau, qu'il suffisait de secouer un arbre pour en faire tomber 5 comme lui. Cross lui demanda d'où il tirait cette estime de soi au rabais. Lloyd suggéra qu'ils essaient de récupérer l'ancienne mage blanche du groupe, mais ils expliquèrent que Chrome avait une petite sœur malade dont elle s'occupait tous les jours tout en continuant les aventures. L'épuisement constant avait affecté sa santé, et lors d'une mission récente, elle s'était effondrée, décidant de quitter le groupe pour ne pas être un fardeau. Normalement, cela ne poserait pas de problème pour la plupart des quêtes, mais affronter une mission de rang à 100 mages blancs n'était pas judicieux, d'où leur recherche d'un remplaçant. Voyant à quel point les autres respectaient encore Chrome, même absente, Lloyd ressentit une pointe d'envie et demanda des détails sur la maladie de sa petite sœur. Il avouèrent ne pas savoir grand-chose, mais il semblait que son corps se transformait en gemme magique. Lloyd se rappela alors une leçon de son ancien mentor à ce sujet. Elle lui avait expliqué que la gemme magique était une cristallisation de mana, capable de transformer tout ce qui l'entoure en gemme magique. Ce jour-là, Lloyd avait demandé s'il existait un moyen de guérir cela. Y pensant maintenant, il demanda à être conduit chez Chrome. Plus tard, le mage blanc arriva chez son ancienne coéquipière avec la leader à ses côtés. Il alla droit au but, interrogeant Chrome sur sa jeune sœur. Chrome expliqua qu'elle partait en aventure avec Sylvie, mais que celle-ci avait été blessée au cours d'une bataille, la laissant inconsciente. Pour vérifier ses symptômes, Lloyd fut conduit dans la chambre où Sylvie reposait. Dès que la porte s'ouvrit, il ressentit un mana sombre et oppressant remplir la pièce. Chrome retira la couverture, révélant le corps de sa sœur, lentement envahi par la gemme magique. Lloyd affirma que, si sa théorie était correcte, il pouvait la guérir. Chrome, incrédule, souligna que même les mages avancés n'avaient pas réussi. Mais Lloyd était confiant. Il expliqua que la cause pourrait être une coupure infligée par une gemme magique très pure. Il demanda si Sylvie avait été blessée dans une grotte riche en mana, ce que Chrome confirma, précisant qu'elles étaient en mission pour extraire de la gemme magique et que sa sœur avait été coupée sur le flanc. En examinant la blessure, Lloyd comprit exactement ce qui s'était passé, le mana était entré par la plaie et s'était répandu dans son corps, comme son mentor le lui avait appris. Désespéré de sauver sa sœur, Chrome laissa le jeune mage tenter sa chance. Lloyd s'approcha de la patiente, leva son bâton et émit une lumière qui entra en conflit avec le mana sombre enveloppant le corps de Sylvie. La pression était si intense qu'il dut faire une pause. Il expliqua qu'il utilisait une version inversée du sort de transfert de mana, extrayant le mana de Sylvie pour le reconfigurer. Il précisa que la transformation en gemme magique progressait car le mana était hors de contrôle, et qu'il devait le réduire au minimum. Sans cela, tout traitement serait inutile. Lloyd commença alors à utiliser un sort de soin, mais pas n'importe lequel, une version défectueuse qui consommait peu de mana, lui permettant d'absorber davantage de mana de Sylvie tout en la soignant. Au milieu de tout cela, Iwi demanda si c'était difficile, et Chrome répondit que difficile ne suffisait pas à décrire ce que Lloyd faisait. Utiliser des sorts qu'il avait lui-même créés et lancer 2 types de magie à la fois était déjà impressionnant, mais ce qui était vraiment stupéfiant, c'était sa capacité à supporter un tel flux de mana. Aucun humain ordinaire ne pourrait y parvenir. Le processus de guérison continua, et Iwi observa, émerveillé,
les parties du corps de Sylvie qui redevenaient normales. Bientôt, une fois son corps entièrement restauré, Lloyd arrêta la procédure, à bout de souffle, épuisé. Sylvie se réveilla enfin, voyant le visage en larmes de sa sœur à ses côtés, ce qui fit sourire Lloyd et Hughie. Après cet exploit miraculeux et dangereux, Krumm remercia sincèrement Lloyd, promettant de reprendre les aventures avec sa sœur une fois que Sylvie serait complètement rétablie. Avant que Lloyd ne parte, Krumm lui dit qu'elle était convaincue qu'il pouvait diriger le groupe, ayant prouvé de quoi il était capable. Lloyd rappela qu'il n'était pas un membre officiel, se jugeant pas assez compétent. La nuit, l'équipe de rang S se réunit à nouveau pour célébrer la bonne nouvelle. Sylvie, la sœur de Krumm, était enfin guérie de sa terrible condition de gemme magique, grâce au mage blanc novice qui s'avéra bien plus talentueux que prévu. Malgré cet exploit incroyable, Lloyd resta humble, insistant qu'il n'avait rien fait d'extraordinaire. Il ne pouvait s'empêcher de regretter que Krumm ne soit pas revenu dans le groupe. Cependant, l'équipe était simplement heureuse que leur ami ait un nouveau départ, ce qui fit prendre conscience à Lloyd à quel point ce groupe était différent de la manière horrible dont son ancienne équipe l'avait traité. Pendant la célébration, Dagas lança une question, s'il pouvait renaître, que voudrait-il être? Silica admit qu'elle aimerait se marier. Hughie dit la même chose, mais ajouta qu'elle voulait devenir une grande héroïne avec cette équipe. Soudain, Lloyd interrompit pour demander s'il pouvait rejoindre le groupe. Immédiatement, tout le monde se montra enthousiaste à l'idée d'accueillir leur nouveau coéquipier, et la leader proposa d'organiser une fête de bienvenue. Fidèle à sa nature modeste, le mage blanc estima que ce n'était pas nécessaire, mais Hughie le força pratiquement à accepter. Les autres la taquinèrent, disant qu'elle cherchait juste une excuse pour boire à outrance, ce que Hughie démentit vigoureusement en argumentant avec tout le monde. L'équipe de Hughie organise une fête pour Lloyd, leur nouveau membre, et Lloyd les remercie, engloutissant la nourriture comme s'il n'avait jamais mangé auparavant, ce qui pousse les autres à lui demander s'il n'a jamais vraiment mangé de bonne nourriture avant. En entendant que la cuisine de cette ville est plutôt moyenne, Lloyd commence à se demander si ce que son maître lui a donné à manger était vraiment de la nourriture ou non. Hughie demande à Lloyd de parler de ce maître, et il lui raconte que son maître est une femme mystérieuse qui lui a appris à utiliser la magie. Il a passé plusieurs années avec elle dans sa maison qui ressemble à un temple d'initiation. Là-bas, elle ne lui cuisinait que ce qui poussait naturellement dans son jardin et les bêtes sauvages qui vivaient près de la forêt. Lloyd, bien sûr, n'appréciait pas la cuisine de son maître. Alors, il a commencé à préparer le repas lui-même, mais il n'a jamais réussi à obtenir des saveurs comme celles qu'il découvre maintenant, et c'est pourquoi il est si excité. Hughie veut savoir qui est le maître de Lloyd puisque celle-ci lui a enseigné une magie aussi incroyable. Silica suppose que le maître de Lloyd est aussi un mage blanc comme lui, mais ce n'est pas vrai. Lloyd dit à Silica que son maître est plus un mage de combat et mentionne comment elle expérimentait souvent avec la magie, provoquant des explosions très fréquemment. Silica est surprise d'entendre cela, car elle n'a jamais entendu parler d'un mage de combat aussi doué en magie de soutien. Silica voudrait apprendre auprès d'une personne aussi incroyable. Mais Lloyd la met immédiatement en garde contre cela, l'avertissant que son maître est très brutal en tant qu'enseignante, bien qu'il se corrige ensuite avant qu'il ne se fasse une mauvaise idée, leur disant que son maître est aussi gentil par moments. Quoi qu'il en soit, le groupe passe à un autre sujet, et Hughie veut aborder leur réunion stratégique habituelle. Lloyd ne connaît pas ce terme, alors Cross et Dagas suggèrent d'abord d'expliquer à Lloyd de quoi parle leur prochaine quête, car il ne comprendra rien à leur stratégie s'il ne sait pas en quoi consiste le travail. Cependant, Hughie hésite à expliquer, affirmant qu'elle est mauvaise pour ça. Alors, elle demande à Dagas de le faire. Mais Dagas refuse catégoriquement, lui rappelant qu'elle est leur chef, donc elle devrait commencer à se comporter comme telle. Mais comme Hughie insiste, Dagas accepte. Et une fois que Hughie sort l'avis de quête, il explique à Lloyd que leur prochaine tâche est de vaincre un groupe de monstres qui détruisent les terres agricoles. Apparemment, ces monstres sont apparus de nulle part et ont commencé à piétiner toutes les terres cultivées. Lloyd remarque que Dagas n'a pas mentionné quel type de monstre cause cela, ce qui soulève la question de savoir s'il y a plusieurs sortes de monstres. Lorsque Silica répond par l'affirmative, Lloyd commence à se demander pourquoi ce phénomène a eu lieu. Il n'a jamais entendu parler de différents types de monstres formant un groupe, mais Hughie lui dit de ne pas perdre de temps à réfléchir à la raison et d'agir rapidement, car c'est leur devoir en tant qu'aventuriers d'aider les fermiers en difficulté. Maintenant que Lloyd est informé, il passe à leur réunion stratégique lorsque Cross lève la main, informant le groupe qu'il et Hughie ne seront pas d'une grande aide contre un groupe de loups. Apparemment, Silica est la mieux placée pour affronter les monstres, et Silica est d'accord. Mais en même temps, elle est incertaine car elle devra utiliser des attaques à large portée qui consomment beaucoup de mana. Puisque 3 d'entre eux sont inutiles, Hughie demande à Lloyd s'il peut lancer une magie offensive. Lloyd admet qu'il le peut, mais en même temps, il prétend que sa magie n'est pas aussi bonne que celle que les mages de combat peuvent produire. Puisque Lloyd est aussi inutile, le seul attaquant utile dans leur équipe est Dagas, qui élabore un plan pour ouvrir leur attaque sur les monstres avec Hughie. Il prévoit de faire équipe avec Hughie et d'attirer tous les monstres en un seul endroit, puis de laisser le reste à Silica. Et le rôle de Cross en tant qu'archer sera de protéger Silica et Lloyd des monstres.
Quant à Lloyd, son rôle est d'utiliser la magie de soutien et de guérison sur tout le monde, une tâche typique pour un mage blanc. Dagas déclare qu'ils peuvent régler le reste sur le champ de bataille et conclut la réunion stratégique. Silica exprime à quel point elle est excitée de voir la magie de soutien de Lloyd, mais Lloyd lui-même n'est pas aussi enthousiaste, et il dit à Silica de ne pas trop espérer. Même s'il est puissant, il se dévalorise trop. Alors Yui lui conseille d'être un peu plus confiant tandis que tout le groupe l'encourage à faire de son mieux. L'humeur de Lloyd s'illumine à nouveau. Après la réunion, le groupe commence à rentrer à leur auberge, et Lloyd commence aussi à marcher dans la direction opposée. C'est alors que Dagas l'arrête, lui disant de venir rester avec eux à l'auberge. Lloyd mentionne maladroitement qu'il est fauché, mais Dagas ne pense pas que l'argent sera jamais un problème puisqu'ils sont une équipe d'aventuriers de rang S pour aider Lloyd. Dagas lui donne une bourse pleine de pièces d'or et d'argent. Mais sachant que Lloyd n'acceptera pas cela gratuitement, Dagas lui dit qu'il déduira cet argent de la part de Lloyd de la récompense de la quête. Lloyd promet de travailler dur pour rembourser la gentillesse de Dagas et rejoint ensuite le groupe sur le chemin de l'auberge. Le lendemain matin, le groupe se réunit à la porte principale, et Yui arrive en dernier, remarquant que personne d'autre ne porte de bagages. Lorsqu'elle apprend que Lloyd peut utiliser la magie de stockage, elle lui donne aussi son sac à dos, qu'il range dans son inventaire dimensionnel. Tout le groupe commente à quel point la magie de stockage de Lloyd est utile et pratique, et Lloyd propose de leur enseigner cette magie plus tard. Avec cela, le groupe commence son voyage et entre dans une plaine où des montagnes sont visibles au loin. Selon Dagas, des démons vivent au-delà de ces montagnes, donc ils doivent être prudents car leur lieu de quête est à proximité. Ils peinent à traverser un pont en bois et Yui propose un plan pour se distraire de cette hauteur effrayante. Elle pose une question stupide à tout le monde. Et tandis que chacun donne une réponse ridicule, Lloyd, l'idiot, répond sérieusement, laissant Yui se demander s'il est retraité ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, elle lui conseille de prendre les choses plus facilement à partir de maintenant, car rester constamment sur le qui-vive va l'épuiser. Pendant qu'il plaisante près de la rivière, un mage noir se trouve au milieu de la même forêt et lance de la magie noire autour de la forêt. Ils terminent de traverser la rivière et atteignent l'endroit où ils camperont. Ils ont besoin de leur bagage et ils sortent tout ce qu'ils ont gardé dans son stockage. Ils sont tellement contents d'avoir voyagé si léger, ce qui a rendu leur voyage beaucoup plus rapide. Ils commencent à installer leur camp. Ils aménagent la pièce, prennent de l'eau et aussi d'autres choses nécessaires à leur bien-être. Après un dur labeur et du stress, Yui est fatiguée et souhaite prendre une douche. Elle demande à ses compagnons d'équipe si elle peut être excusée pour prendre une douche, mais ils ont encore d'autres choses à faire. Ils doivent ramasser du bois et d'autres affaires. En conséquence, elle ne peut pas y aller. Lloyd propose de les aider à ramasser du bois, afin qu'elle ait assez de temps pour se nettoyer. Elle est ravie de sa suggestion, alors elle part avec Silica. Lloyd arrive dans la forêt et ramasse du bois. Il voit le fruit que son maître cultivait avec sa magie, alors il le prend. Il mord dans le fruit, et c'est tellement bon. Avant qu'il ne puisse savourer sa bouchée, il entend un bruit dans la rivière. Il s'avère qu'un monstre a attaqué Yui et Silica dans la rivière, et elles sont effrayées. Elles essaient de se retirer, mais le monstre est très rapide aussi. Elles reculent dos à dos, mais Silica tombe quand elle atteint le bout. Elle dit à Yui qu'elles doivent se battre. Heureusement, Lloyd grimpe à un arbre et les voit. Il court pour les secourir. Il distrait le monstre pour qu'elles puissent atteindre la terre ferme et il leur jette aussi leurs armes qu'il avait gardées dans son stockage. Ensuite, il leur donne plus de force pour combattre. Yui se jette sur le monstre et le coupe en deux. L'autre partie est encore forte, alors elle demande à Silica et Lloyd de courir pour leur sécurité. Elle lance une boule de feu et, à sa grande surprise, la boule de feu terrasse le monstre d'un coup. Elle est choquée que sa boule de feu soit si efficace. Et c'est tout grâce à la magie de Lloyd. Elle saute et sa serviette tombe alors que Lloyd est à côté d'elle. Et ce que Lloyd reçoit en retour pour les avoir secourus est une gifle brûlante qui secoue toute la rivière. Ils retournent à leur camp et Lloyd essaie de leur enseigner comment faire du stockage avec sa joue rouge de la gifle qu'il vient de recevoir. Il leur dit qu'il suffit d'imaginer et de le faire, mais ils n'y parviennent pas. Après de longues tentatives, ils supposent qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais Lloyd insiste en disant qu'il pourrait être un mauvais professeur. Silica pense qu'elle pourrait invoquer le stockage et y arriver. Et quand elle le fait, elle réussit. Ils réalisent qu'ils ne sont pas comme Lloyd qui peut utiliser la magie sans incantation. Alors ils utilisent des incantations et ils réussissent. Ils s'entraînent jusqu'à la nuit, et c'était une journée épanouissante. La nuit, Yui regarde autour de la zone et Lloyd lui dit qu'il n'y a pas de monstres aux alentours. Elle vient s'asseoir devant lui et lui exprime sa gratitude pour avoir rejoint leur groupe. Lui aussi n'avait pas de groupe, donc il avait besoin d'eux. En conséquence, il ne pense pas qu'elles doivent le remercier. Cependant, elle comprend qu'elle l'a forcé malgré tout. Il lui demande pourquoi elle est si intéressée par cette quête, et elle lui répond calmement que cela lui rappelle sa ville natale. Quand elle était jeune, sa ville natale a été attaquée par des monstres et elle a été la seule survivante. Elle se souvient avoir vu des corps autour d'elle et elle imagine que la ville traverse la même chose, donc elle doit aider. Elle considère aussi qu'ils ne mangent probablement pas bien non plus. Lloyd voit soudain que des monstres sont autour.
Il la fait taire et lui demande de réveiller les autres. Ils vont dans la forêt et voient plusieurs Paorak autour. Ils se demandent tous où les Paorak vont. Et quand Lloyd trouve la réponse, il leur fait signe de marcher dans une direction. Il sait que les Paorak réagissent au bruit. Alors il leur demande de rester silencieux. Pendant qu'ils marchent, Iwi marche par erreur sur un bâton et le bruit attire l'attention des Paorak qui commencent à les poursuivre. Ils courent aussi vite que leurs jambes le permettent, mais ils ne vont pas loin car l'un des monstres saute devant eux et se place sur leur chemin. Ils sont au milieu du danger et doivent se battre. Ils invoquent le stockage et sortent leurs armes. Mais avant qu'ils ne puissent même combattre, les monstres utilisent leurs toiles pour jeter leurs armes. Pour empirer les choses, les monstres les entourent de toiles au point qu'ils ne peuvent plus bouger. Ils se demandent ce qu'ils vont faire et Lloyd suggère qu'ils pourraient retenir les monstres à un endroit pendant qu'ils combattent. Il invoque sa magie et immobilise les monstres. Ainsi, Iwi prend son épée pour se battre et il récupère aussi l'arme de Silica. Iwi utilise son épée pour couper toutes les pattes des monstres pour les maintenir au sol. Et alors qu'elle saute sur le dernier monstre, Lloyd demande à Silica de combattre aussi, ainsi que Cross. Ils se jettent tous dans le combat et ils gagnent. Après leur victoire, Lloyd se sent mal d'avoir pris le contrôle en commandant l'équipe. Alors, il s'excuse, mais ils sont d'accord avec ça parce que s'il n'était pas là, ils auraient perdu le combat. Il l'apprécie pour avoir pris des initiatives et il est content d'être accepté à cet endroit. Ils retournent tous à leur camp et le lendemain matin, ils rangent leurs affaires pour continuer leur voyage. Ils invoquent tous leur stockage et mettent leurs bagages pour partir. Cependant, Lloyd reste là, se demandant pourquoi il y a des Paorak autour et où ils allaient. Iwi l'appelle et lui demande de venir. Il court vers eux, heureux d'avoir maintenant trouvé une équipe pour lui-même. Pendant que tout le monde dort la nuit, Lloyd reste éveillé tout seul pour monter la garde. Il se met à réfléchir à des choses idiotes, comme à quel point il est faible et qu'il devrait améliorer ses compétences pour ne pas décevoir ses nouveaux coéquipiers, humbles et gentils. Il repense ensuite à leur rencontre précédente avec des araignées démoniaques et ne peut s'empêcher de remarquer que leur comportement n'était pas vraiment normal. L'ensemble du groupe d'araignées semblait se diriger dans une direction précise, comme si quelque chose ou quelqu'un les contrôlait. Quoi qu'il en soit, Lloyd pense qu'il devrait désormais être plus prudent afin de pouvoir prévenir toute crise éventuelle. Iwi et Silica, qui ont du mal à dormir, sortent de leur tente et aperçoivent Lloyd éveillé. Elle lui demande s'il compte rester seul debout toute la nuit. Lloyd acquiesce, affirmant que c'est bien son intention. Iwi s'inquiète alors pour lui, révélant qu'il fait cela depuis plusieurs jours, et qu'à ce rythme, il va souffrir de privation de sommeil. Elle propose donc qu'il se relaie. Mais Lloyd refuse, prétendant qu'il va très bien. Il ne veut pas que ses coéquipiers s'épuisent, car en cas d'urgence, il pense que seuls seront utiles. D'ailleurs, il explique qu'il a toujours fait ainsi, et que c'est la seule chose qu'il peut faire pour eux, étant donné qu'il est inutile dans tout le reste. Iwi en a assez de ce type trop conscient de sa propre médiocrité, et lui crie qu'il a complètement tort. Mais avant qu'elle puisse poursuivre, Silica l'interrompt, sachant qu'il est inutile d'essayer d'enseigner quoi que ce soit à quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Elles retournent toutes les deux dans leur tente, en disant à Lloyd que s'il se sent fatigué, il doit leur en parler. Dagas et Cross, qui ont tout entendu depuis leur tente, s'inquiètent aussi du manque de confiance de Lloyd, pensant que cela pourrait lui porter préjudice un jour. Le lendemain, ils partent en exploration et Lloyd utilise sa magie de détection pour scanner la zone, confirmant qu'il n'y a aucun monstre à proximité. Iwi est stupéfaite d'apprendre que Lloyd maîtrise ce genre de magie, mais il affirme que ce n'est rien d'exceptionnel. Iwi se sent mal, car Lloyd fait tout le travail lui-même, mais elle ne prend même pas la peine de lui dire de se ménager, sachant qu'il est trop stupide pour comprendre à quel point il se donne du mal. Plus tard dans la nuit, alors que Lloyd monte encore la garde, Iwi se demande s'il fait tout cela parce qu'il ne fait pas confiance aux capacités de ses coéquipiers. C'est un malentendu complet. Mais faute de communication claire entre eux, ce malentendu ne sera pas dissipé de sitôt. Silica, plus mature et intelligente, aide Iwi à comprendre que Lloyd en fait trop simplement parce qu'il veut leur prouver sa valeur. Et c'est précisément ce que Iwi ne comprend pas, Lloyd devrait déjà savoir qu'il est digne de faire partie de leur équipe. Elle soupçonne qu'il a vécu une vie où il ne s'est jamais considéré comme spécial. Elle se demande aussi quel genre de vie Lloyd a mené sous l'autorité de son mystérieux maître. Silica pense que Lloyd leur racontera un jour son histoire. À l'extérieur, Dagas approche Lloyd et lui dit qu'il a besoin de son aide. Lloyd répond qu'il doit rester pour la garde de nuit, mais Cross arrive à ce moment-là et lui dit qu'il prendra sa place. Lloyd part donc avec Dagas, pendant que Cross espère que le plan qu'ils ont préparé fonctionnera. Dagas emmène Lloyd au loin, révélant qu'il a fabriqué un système d'alarme qui sonne lorsque des monstres entrent dans la zone. Ce système, selon lui, devrait suffire comme mesure de sécurité, donc Lloyd n'a plus besoin de rester éveillé la nuit. Avant l'arrivée de Lloyd, ils utilisaient déjà ce système. Pourtant, Lloyd insiste pour rester éveillé, affirmant que s'il dort, sa magie de détection cessera de fonctionner. Alors que Lloyd insiste, Dagas se voit contraint de l'affronter directement en lui demandant s'il ne fait pas confiance aux capacités de ses coéquipiers. Lloyd est choqué d'apprendre que ses amis pensent cela de lui. Dagas explique que puisque Lloyd ne les laisse jamais l'aider, il est naturel qu'ils finissent par croire cela.
Lloyd ne veut pas parler de ses expériences passées avec ceux qui l'ont convaincu qu'il était inutile. Il dit simplement qu'il donne tout pour ne pas freiner les autres. Dagas lui répond qu'il devrait justement être un poids pour eux de temps en temps, car cela fait partie du travail d'équipe. Dans une équipe, chaque membre est censé avoir des faiblesses, et les autres doivent les compenser. Lloyd n'avait jamais pensé à compter sur quelqu'un. Maintenant qu'il comprend cela, il retourne au campement avec Dagas et s'endort avec un sourire. Le lendemain matin, il demande délibérément à Yui de l'aider à aller chercher de l'eau, et elle est ravie de voir que ce crétin commence enfin à s'ouvrir à ses coéquipiers. Tandis qu'ils travaillent ensemble, le reste du groupe les observe avec satisfaction. Ailleurs, un homme mystérieux vêtu d'une cape fait un rapport à son chef, Maître Michel, qui vit dans un château au milieu d'un marais. Il informe que toutes les pierres magiques ont été déployées à l'emplacement prévu. Michel, après avoir confirmé qu'aucun aventurier de haut rang ne se trouve à proximité, n'a plus qu'une seule inquiétude, l'équipe du héros, qui est encore dans la région. Espérant qu'elle ne s'immisce pas dans ses plans, il ordonne à son subordonné d'informer leurs clients que le moment est venu d'atteindre leur objectif. De retour auprès du groupe de Lloyd, ils explorent à nouveau la forêt, quand Yui remarque quelque chose d'étrange. Les autres trouvent aussi que la zone est inhabituellement silencieuse. Lloyd utilise sa magie de détection et découvre qu'une horde de monstres se trouve à quelques kilomètres au nord, précisément là où se situe la ferme. Yui est toujours choqué par la portée de détection de Lloyd, mais lui continue de prétendre que ce n'est rien d'extraordinaire. Cette fois, cependant, Silica finit par lui révéler que sa portée est 10 fois supérieure à celle d'un humain normal, ce qui laisse Lloyd sans voix. Mais il tente encore de se défendre en disant qu'il est un faible. Le débat étant inutile, le groupe se dirige vers la ferme. C'est justement la ferme qu'ils sont censés protéger selon la mission reçue de la guilde. En voyant le nombre de monstres rassemblés, ils n'en croient pas leurs yeux. Tandis que tous sont préoccupés par la quantité de monstres, Lloyd remarque autre chose. Il trouve cela étrange. Yui, pensant qu'il parle des monstres, dit qu'elle le sent aussi. Mais Lloyd parle d'autre chose, sa magie de détection ne capte que les monstres présents ici, comme si ceux qu'il avait détectés plus tôt n'étaient plus là. Le groupe réfléchit à ces paroles. Effectivement, ils n'ont jamais vu autant de Holous regroupés au même endroit, ce qui renforce leur malaise. Lloyd demande qui est le propriétaire de la ferme, et Yui lui répond qu'il a été blessé par les Holous et qu'il est parti se faire soigner en ville chez son fils. Mauvaise nouvelle pour Lloyd, car si quelque chose de louche se passe ici, la seule personne qui aurait pu leur dire comment cela a commencé est justement absente. Alors qu'ils observent la ferme, Cross aperçoit quelque chose de brillant. Peut-être grâce à sa vision d'archer. Les autres ne voient rien. Lloyd lance alors un sort d'amélioration de vision et finit par voir ce dont parle Cross. Il leur demande s'il peut leur lancer aussi le sort, ce qu'ils acceptent. Grâce à la magie, ils voient tous une pierre noire brillante au centre de la ferme. Tous les monstres semblent être regroupés autour de cette pierre magique, mais ils ne peuvent toujours pas dire exactement ce que c'est. Yui exprime son malaise face à la brume noire qui en émane. Lloyd suppose qu'il pourrait s'agir de magie bestiale. Il leur explique que c'est une magie utilisée pour rassembler et contrôler des monstres. La question est, qui aurait lancé un tel sort et pourquoi? Il se demande si quelqu'un essaie de les tuer, mais ils ne sont même pas importants au point que quelqu'un veuille aller aussi loin. Pour évaluer la menace, Lloyd relance sa magie de détection et constate que plusieurs autres monstres convergent vers la ferme. Ce n'est plus une simple attaque, mais une véritable assemblée de créatures. Ils ne peuvent pas les affronter seuls. Cross suggère de battre en retraite, mais Yui refuse. Elle ne veut pas risquer que la ferme soit détruite en fuyant. En même temps, elle sait qu'elle ne pourra pas vaincre tous ces monstres toute seule. Dagas rappelle que les monstres sont presque là, et que s'ils essaient de fuir maintenant, ils seront attaqués. Et durant le combat, ils pourraient entraîner le village voisin dans le chaos. Leur seule option est de se battre, ce qui n'est même plus un choix. Lloyd affirme qu'il a un plan. Il demande à Cross s'il peut briser la pierre avec sa flèche, mais celui-ci dit qu'elle est trop loin. Il peut viser, mais doute de la casser. Il décide quand même d'essayer. Lloyd améliore alors Cross, son arc, et sa flèche avec de la magie. La flèche frappe la cible et la détruit. Même Cross est choqué, il sait que normalement, sa flèche n'aurait pas pu faire ça. Lloyd dit que c'est grâce à sa précision, minimisant encore son propre rôle. Quand il se tourne vers les Holous, ceux-ci se battent entre eux. Lloyd s'y attendait. Mais il pensait aussi que la destruction de la pierre éloignerait les autres monstres, ce qui n'est pas le cas. Ils arrivent déjà. Le groupe réalise que la situation est plus grave que prévu. Il y en a trop. Le plan est que Silica les attaque. Silica reste en première ligne tandis que les monstres foncent sur elle. Il lui demande si c'est le moment de se battre, mais Lloyd dit non. Ils lui font assez confiance pour obéir même lorsque les monstres s'approchent dangereusement. Au moment opportun, il lance un sort d'amélioration sur Silica, qui lance alors une gigantesque boule de feu. L'explosion élimine les monstres. Silica se retourne et demande ce que Lloyd a fait. Il a lancé 3 sorts à la fois. Il lui demande si elle peut lancer encore 4 boules de feu avant de passer à la magie du vent. Elle répond oui. Il passe ensuite à Cross, prêt à être renforcé.
Lloyd connecte leurs esprits mentalement pour diriger Cross vers les monstres volants. Une fois cela fait, il retourne vers Silica, lui demande si elle peut encore utiliser la magie du vent. Elle avoue qu'elle est à bout d'énergie. Lloyd lui transfère alors son mana, au point qu'elle se sent revigorée, tandis que lui s'épuise. Elle s'excuse, mais il minimise la chose, blâmant sa faiblesse habituelle. Grâce à la nouvelle énergie, Silica lance la magie du vent et éteint les flammes. Mais elle est désormais complètement vidée. Avant de s'effondrer, ses amis la rassurent, ils s'occuperont du reste. Dagas et Yui prennent le relais. Quelques minutes plus tard, le combat est terminé. Yui remercie Lloyd pour tout, mais comme d'habitude, il dit que ce n'était rien. Yui, habitué à son manque d'estime, ne cherche même plus à le contredire. Alors qu'elle tente de se reposer, Lloyd leur dit qu'ils doivent retourner en ville. Les filles se plaignent de la fatigue, mais il explique qu'il pense que celui qui a orchestré tout ce plan veut s'en prendre à Ishtar, et il a l'impression de s'être fait piéger. Un instant plus tard, une femme bête pousse un cri de terreur lorsqu'un démon l'attrape. Un homme bête, qui lui ressemble beaucoup, se précipite pour la sauver, mais il ne parvient pas à rattraper l'assaillant. Frustré, il pousse un rugissement furieux, jurant que le démon paiera pour ce qu'il a fait. Pendant ce temps, avec le groupe d'aventuriers, Lloyd, ayant récupéré de son épuisement, a une révélation. Celui qui est derrière tout cela vise Ishtar, ce qui signifie qu'ils ont tous été trompés. Alors qu'ils reprennent la route, le mage blanc invoque plusieurs fioles remplies d'un liquide violet, soulignant que cette mission était probablement un piège depuis le départ. En envoyant des aventuriers de haut niveau sur des missions précédentes, leurs ennemis les éloignaient en réalité d'Ishtar, affaiblissant ainsi les défenses de la ville. Cross objecte qu'Ishtar dispose encore du héros et des chevaliers pour la protéger. Mais Dagas admet que le raisonnement de Lloyd devient très crédible. Quoi qu'il en soit, l'archer rappelle à tout le monde que la pierre magique qu'ils ont vue plus tôt était étrange elle aussi. Le groupe entier convient que la ville est peut-être en danger et qu'ils doivent rentrer immédiatement. Lloyd range la boîte de potions après en avoir bu une lui-même, puis lance un sort de soutien à ses alliés. Soudainement, il s'élance à une vitesse inhumaine, laissant ses amis stupéfaits. Sans vraiment comprendre ce qui se passe, ils se mettent tous à courir derrière lui, se sentant légers comme des plumes. En chemin, Lloyd explique qu'il a simplement lancé un sort de vitesse sur tout le monde. Ailleurs, dans un manoir isolé, le démon qui a kidnappé la femme bête arrive. Michel accueille son client de prestige, mais le visiteur demande à ne pas être appelé ainsi. L'autre y est dit que grand général Grist est de toute façon trop formel. Grist prévient alors que l'avant-garde se rapproche d'Ishtar et que leur plan fonctionne, tout cela grâce à cette femme. À ce propos, il espère qu'elle sera utile à l'avenir également. Michel confirme qu'elle est spéciale et qu'ils ont beaucoup à gagner en l'utilisant. Grist ne comprend pas vraiment ce qu'il veut dire par là, mais sachant qu'on l'appelait autrefois la main droite du seigneur démon, le minimum est de faire confiance à son talent. Pour le reste, l'homme affirme qu'il peut tout faire tant qu'il est bien payé. Pendant ce temps, la jeune femme bête enlevée est enfermée dans une cellule. Michel arrive avec une boîte de potions, annonçant qu'il est temps d'emprunter son pouvoir. Il utilise ensuite une machine pour manipuler une pierre magique noire et mettre son plan diabolique à exécution. Dans la forêt, Lloyd et son groupe courent vers la ville de Ishtar. Après une longue course, ils s'arrêtent pour reprendre leur souffle. Lloyd invoque la même boîte de potions violettes et en donne une à chacun. Silica s'inquiète que le mage épuise son mana s'il continue à renforcer tout le monde jusqu'à Ishtar, mais il la rassure en disant qu'avec toute la pratique qu'il a eue, cela lui coûte à peine de l'énergie magique. Impressionnée, elle lui demande s'il a déjà fait ça de nombreuses fois, et il hausse simplement les épaules. C'est quelque chose dont on prend l'habitude avec le temps. Selon le mage blanc, son mentor l'avait autrefois abandonné dans une forêt loin de toute civilisation et lui avait ordonné de retrouver le chemin de la maison seul, comme entraînement. Pour un mage blanc, affronter des monstres seuls est presque impossible. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était fuir. Pour survivre, Lloyd a dû utiliser tous les types de magie de renforcement qu'il connaissait, et cet entraînement était un véritable enfer pour le jeune mage. Il lui commente qu'il en a vraiment bavé enfant, mais Lloyd se considère seulement comme inexpérimenté. Il est convaincu que c'était une forme normale d'entraînement, surtout que son mentor le réprimandait constamment. Quoi qu'il en soit, pour lui, ça s'est avéré très efficace. Iwi et Silica sont en total désaccord, insistant sur le fait que cet entraînement n'était ni normal ni sain. Cela pousse Lloyd à se demander si, finalement, il ne s'est pas encore assez entraîné. Après tout, il voyage avec une équipe d'aventuriers de rang S alors qu'il est loin de ce niveau, et il a le sentiment de devoir travailler encore plus pour les rattraper. Les filles soupirent, déplorant qu'il est un grain, mais elles décident de ne pas insister. Finalement, Dagas rappelle tout le monde à la route, et le mage blanc fait ce qu'il sait faire de mieux. Il enchaîne les sorts d'amélioration, ce qui déclenche un sort de détection pour repérer d'éventuels ennemis à proximité. Des heures plus tard, ils ont déjà traversé la forêt dense et approchent d'Ishtar. Les filles du groupe félicitent leur rapidité sans jamais perdre leur souffle, jusqu'à ce que Lloyd, sans prévenir, pile brusquement, provoquant une collision avec toute l'équipe. Après un arrêt peu glorieux, Cross exige de savoir pourquoi il s'est arrêté.
Lloyd explique que son sort de détection a capté quelque chose. Il ne sait pas exactement quoi, mais le sentiment est si inquiétant qu'il a un terrible pressentiment. Le mage blanc demande aux autres de continuer vers Ishtar pendant qu'il vérifie la situation lui-même. Il lui propose de l'accompagner car cela pourrait devenir un vrai combat et un mage blanc ne devrait pas y aller seul. Le reste de l'équipe insiste rapidement pour se joindre à lui. Personne ne veut laisser leur ami affronter l'inconnu seul. Pendant ce temps, 4 silhouettes en robe noire se rassemblent autour d'un artefact magique pour démontrer à nouveau leur puissance. Plus tard, à la tombée de la nuit, Lloyd et ses compagnons atteignent une cabane. Il sent la présence de démons à proximité ainsi que celle d'une autre race. Iwi, inquiète, demande s'il parle des démons du royaume démoniaque, ce qu'il confirme. Avant de partir, Dagas avait mentionné qu'au-delà de ces montagnes abruptes se trouve le royaume démoniaque, la nation des démons. Selon le Tank, cette race se cache dernièrement, mais pourrait surgir à tout moment pour tenter de conquérir le continent. Lloyd se souvient que les démons sont censés être strictement interdits dans les 3 nations principales. Mais Iwi souligne que le royaume démoniaque n'est pas réputé pour respecter les règles. Elle est célèbre pour ses invasions violentes. Elle lui demande aussi s'il garde des souvenirs du royaume démoniaque quand il était plus jeune, mais il répond qu'il ne se souvient de rien de son enfance. La guerre était déjà finie quand il est allé vivre chez son mentor. Silica réalise que le mage est orphelin de guerre. Iwi s'excuse d'avoir suggéré que Lloyd s'en fichait, mais le mage n'est pas offensé. Il est beaucoup plus préoccupé par la possibilité que des démons envahissent la cabane juste devant eux. Cross suggère de signaler ça au chevalier une fois revenu en ville, mais le mage veut d'abord récolter plus d'informations. Même si c'est dangereux, Lloyd sent la même énergie magique que celle de la pierre magique, et Dagas pense que cela pourrait être lié aux monstres qui ont attaqué la ferme. Lloyd est d'accord, ajoutant que si Ishtar est leur véritable cible, cela vaut le risque d'enquêter davantage. Il lui approuve l'idée de rester sur leur garde, même si Silica n'est pas ravie, mais la guerrière insiste pour qu'il stoppe toute menace potentielle contre Ishtar, la ville étant déjà sous pression. Le reste du groupe est impressionné par son leadership, et tous conviennent que ce pourrait être la clé pour résoudre la situation. Avec tout le monde d'accord, le groupe s'approche silencieusement de la cabane. Cross regarde par la fenêtre, mais elle semble vide. À ce moment, Lloyd lance à nouveau son sort de détection et sent la présence ennemie sous terre. Il demande à Silica si elle utilise la magie de la terre, ce qu'elle confirme. Sans attendre, Lloyd les renforce avec sa magie. Silica invoque ensuite une fosse de sable et fait s'effondrer le plafond directement sur les silhouettes encapuchonnées en dessous. Iwi ne perd pas une seconde. Elle surgit et neutralise le premier homme. Elle exige de savoir qui ils sont et ce qu'ils font ici. Mais l'un des hommes réagit, soulevant les pierres tombées par magie pour les lui jeter. Elle est rapide et dévie les rochers avec son épée. Cross tire une flèche et touche l'assaillant, juste au moment où son allié tente de s'échapper. Lloyd renforce Silica, qui relance son sort de sable pour maintenir la pression. Un autre ennemi réplique avec de la lévitation, renvoyant les rochers avec force. Dagas se jette pour protéger tout le monde avec son bouclier. Voyant que leurs attaques échouent, les silhouettes paniquent et prennent la fuite. Iwi poursuit l'un des fuyards, tombant dans une embuscade, mais Cross la couvre avec son arc et élimine 2 ennemis avant qu'ils ne l'atteignent. Il ne reste plus qu'un adversaire, qui court vers la prisonnière femme bête et lance un sort l'enveloppant dans un cocon magique, puis commence à la faire léviter pour l'emporter. Les aventuriers se précipitent pour réagir. L'homme monte à l'étage et Lloyd dit à Iwi de contourner pour le couper. Elle sprint pour intercepter et appelle Cross à l'aide. Le mage sent une signature magique puissante dans le cocon. Peu après, Iwi et l'archer réussissent à coincer le fugitif, mais il ne se rend pas. Il déclenche une rafale d'éclairs. Lloyd érige des boucliers magiques pour protéger tout le monde, jusqu'à ce qu'un des éclairs frappe finalement le lanceur lui-même, le mettant KO. Avec la menace neutralisée, Lloyd dissipe le cocon et découvre que la prisonnière est une femme bête. Les aventuriers la ramènent rapidement dans la cabane. Silica devine qu'elle doit venir de l'Empire Fort. En la voyant, tous supposent qu'elle pourra éclairer la situation. Lloyd tente donc de la ranimer. Le mage lance un sort de soin extrêmement puissant, le même que Iwi avait vu guérir Sylvie avant qu'elle ne se change en pierre magique. En plus, Lloyd précise qu'il a amélioré le sort depuis. Iwi est choquée. Elle ignorait que des aventuriers pouvaient vraiment améliorer des sorts. Silica, tout aussi surprise, admet que c'est incroyable de pouvoir modifier un sort. Lloyd explique que son mentor le forçait souvent à aider pour ce genre de choses. Il se souvient qu'elle avait toujours de nouvelles idées toutes les 5 minutes, lui demandant d'optimiser ses sorts pour arrêter le vieillissement. Jour après jour, Lloyd est de plus en plus convaincu que son maître est totalement excentrique. Iwi, elle, pense même que ce mot est bien faible pour décrire cette femme. Quoi qu'il en soit, le soin fonctionne et la femme bête se réveille. Iwi, débordante d'enthousiasme, commence à la bombarder de questions sur la situation. Finalement, elle révèle son nom, Kurea. L'humaine lui demande pourquoi elle a été gardée captive par ces démons, mais Kurea semble trop effrayée pour répondre immédiatement. Voyant cela, Lloyd explique qu'ils sont des aventuriers envoyés en mission pour protéger une ferme d'une horde de monstres, et qu'il a senti la présence magique d'un peuple bête à proximité.
D'après ce qu'il sait, certains peuples bêtes peuvent contrôler les monstres par magie. Et peut-être, juste peut-être, Kureha était responsable de ce qui est arrivé à la ferme. À ces mots, Kureha avoue que c'était bien son sort qui avait causé tout ce désastre. Pendant ce temps, dans la forêt, deux éclaireurs d'Ishtar tombent sur une gigantesque pierre magique et constatent qu'une multitude de créatures rôdent autour pour la protéger. N'ayant aucune chance de combattre, ils tentent de fuir, mais l'un d'eux est immédiatement tué par des loups féroces. Au même moment, une armée de créatures commence à marcher à travers la forêt vers la ville. Dans la cabane, les aventuriers sont stupéfaits d'apprendre qu'il existe vraiment un sort capable de contrôler les monstres. Kureha confirme que les démons l'ont forcé à utiliser ce pouvoir comme une arme, ce qui confirme presque que le royaume démoniaque est derrière l'attaque d'Ishtar. Comme la ville est un point stratégique crucial pour conquérir tout le continent, le gros problème est que si le plan des démons visait à laisser la ville sans défense, Ishtar est peut-être déjà en grand danger. Compte tenu de la situation, le groupe se précipite vers Ishtar, avec Kureha à leur côté. Lloyd se sent coupable de l'entraîner là-dedans, mais elle avoue qu'elle aurait encore plus de problèmes s'il la laissait derrière. Après un moment de course, ils font une courte pause, tous anxieux d'atteindre la ville avant qu'elle ne tombe face à la menace imminente à ses portes. Lloyd utilise sa magie de détection et sent une horde de monstres se diriger vers la ville. Mais ce n'est pas tout. Une armée entière les suit de près. Iui se tourne vers le mage et lui demande ce qu'ils doivent faire maintenant. En réponse, il demande à emprunter le pouvoir de Kureha. En même temps, il dit aux autres de prévenir la ville du danger imminent et de se préparer à ce qui arrive. Iui s'apprête à protester, mais Lloyd souligne que personne ne peut gérer deux choses à la fois et la rassure, tout ira bien s'ils travaillent en équipe. Sur ces paroles, le groupe comprend à quel point la situation est grave. Le mage blanc lance alors un sort d'amélioration pour faciliter un peu leur périple. Sur ce, Iui, Dagas, Cross et Silica se dirigent vers Ishtar tandis que Lloyd et Kureha partent accomplir leur propre mission. Pendant ce temps, de retour au manoir de son groupe, Allen était furieux. Tous les candidats au recrutement étaient lamentables. À ses yeux, ces types étaient encore plus inutiles que cette ordure, surtout qu'aucun d'eux n'utilisait la magie de stockage. Mia se plaignit que leur limite ne soit que deux sorts d'amélioration simultanément. Le reste du groupe commença à se demander si, finalement, Lloyd était vraiment exceptionnel, et que le chef ne l'avait jamais remarqué. Mais Allen s'obstinait à dire que ce gamin n'avait rien de spécial. En plein milieu de cette discussion, un chevalier royal entra dans le bureau pour transmettre des nouvelles d'une patrouille en forêt. À cet instant, une horde de plus de 10 000 monstres avançait vers Ishtar, et l'armée avait besoin que leur groupe d'aventuriers aide à former les lignes de défense. En entendant cela, Allen y vit une occasion en or de se faire un nom. Il ordonna de prévenir les troupes qu'ils seraient prêts à combattre très bientôt, surtout que c'était une requête royale. C'était pour lui l'occasion parfaite de prouver qu'il était le guerrier le plus puissant du royaume. Pendant ce temps, non loin de là, Lloyd et Iui observaient déjà la gigantesque horde. Pour le mage de soutien, elle paraissait même plus grande que celle qui marchait vers Ishtar. Si une horde de cette taille rejoignait la force principale, Ishtar n'aurait aucune chance. C'est pour cela qu'ils avaient eu raison de se déplacer en avance pour établir un plan. À partir de là, l'objectif était simple, trouver un moyen de vaincre ses ennemis. Kureha, cependant, voulait savoir s'il existait un moyen de le faire sans blesser les monstres, car ils étaient contrôlés et n'agissaient pas de leur plein gré. Ce qui compliquait les choses, c'était que celui qui les contrôlait utilisait des pouvoirs de peuple bête, ce qui pesait lourd sur sa conscience. En voyant son inquiétude, l'homme promit de trouver un moyen d'éviter de leur faire du mal autant que possible. Après tout, il vaut toujours mieux résoudre les choses sans violence inutile. Avec cette idée, il demanda à Kureha si elle pouvait utiliser sa magie pour renvoyer les monstres chez eux. Elle expliqua que probablement pas, il y en avait tout simplement trop. Dans ce cas, le mage proposa d'amplifier sa magie pour essayer quand même. Elle accepta d'essayer. Elle commença à préparer son sort de contrôle, mais son sort fut bloqué. C'est alors qu'elle comprit que quelque chose dans la forêt interférerait. À la guilde des aventuriers, Allen était réuni avec les autres guerriers qui allaient rejoindre la force de combat du royaume. Comme toujours, il se montrait arrogant, rabaissant les compétences des autres, persuadé d'être largement supérieur, surtout que tous les aventuriers de rang A et plus étaient absents de la ville. Il ne restait que des rangs B et moins. En entendant ces moqueries, plusieurs aventuriers étaient déjà furieux. Mais pour Allen, bien sûr, cela ne signifiait rien. Il alla même plus loin, les traitant de simples boucliers décoratifs pour mettre en valeur les plus forts. En abusant de son statut de héros, Allen se faisait de plus en plus d'ennemis, jusqu'à ce que le directeur de la branche de la guilde arrive pour rétablir l'ordre, rappelant que les véritables ennemis étaient les monstres et qu'il n'y avait pas de temps pour se quereller. Ne voulant pas perdre l'attention, Allen éleva la voix et exposa son brillant plan de bataille. D'abord, chaque mage lancerait ses sorts les plus puissants, de ceux qui font tout exploser. Si chacun pouvait éliminer environ 10 monstres, l'infanterie pourrait avancer et gagner du temps. Puis les mages tireraient une autre salve, et ainsi de suite. À ce moment-là, une mage leva la main et admit qu'elle ne pouvait pas lancer de sort aussi puissant. Un autre avoua qu'il ne pouvait peut-être en tuer qu'un seul à la fois, au mieux.
Allen explosa en entendant cela, affirmant que tout le monde devrait être capable de faire bien plus. Même Maya confessa qu'elle ne se sentait plus confiante, ses sorts étaient devenus plus faibles et elle ne pouvait plus lancer comme avant. Cela ne fit qu'aggraver la colère d'Allen, qui exigea de savoir pourquoi elle n'avait pas mentionné un point si important plus tôt. Elle expliqua qu'elle n'était pas la seule, Lulu, Shayna et Lena étaient toutes moins puissantes depuis que Lloyd avait quitté le groupe. Allen se sentit trahi, mais Lena lui fit vite remarquer que c'était la faute du chef de ne jamais avoir prêté attention. Il était devenu si sûr de lui qu'il avait simplement ignoré les avertissements qu'elle donnait depuis longtemps. En fait, ajouta-t-elle, pour cette raison, elle pensait qu'il n'était même pas qualifié pour se dire héros. Furieux de ces paroles, Allen tenta de lui donner un coup de poing, mais elle le bloqua facilement. Sous le poids du regard désapprobateur de tous, le héros perdit complètement son sang-froid et quitta la guilde en trombe. Ses coéquipiers le suivirent, sauf Lena. Les aventuriers restants comprirent rapidement que ce prétendu héros n'avait rien à voir avec les rumeurs, et le moral chuta. Lena décida alors de prendre ses responsabilités. Elle assura aux aventuriers qu'elle quitterait l'équipe du héros, couperait les ponts avec lui et rejoindrait les autres sur la ligne de front. En plus, elle suggéra de faire appel à un certain mage nommé Lloyd. Et justement, le mage de soutien venait de découvrir la source du contrôle des hordes, une énorme pierre magique presque identique à celle de la ferme. Correa nota qu'elle était imprégnée d'une puissance obscure qui interférerait avec ses sorts. Il y en avait probablement plusieurs éparpillés dans la région, et pour reprendre le contrôle de la situation, il faudrait toutes les neutraliser. La femme bête pouvait ressentir les pierres si elle s'en approchait, mais sur une zone aussi vaste, c'était difficile. Lloyd combina donc télépathie et sort de détection pour étendre ses sens. Avec un sort de dissimulation en plus, il pouvait l'amener près des pierres sans que les monstres ne s'en aperçoivent, bien que le sort se briserait en cas de coup important. La prudence était donc essentielle. Avec ce plan, ils approchèrent de la première pierre magique et neutralisèrent son pouvoir. Direction la suivante. Pendant ce temps, les défenses d'Ishtar se resserraient, prêtes à l'arrivée de la horde ennemie. Un soldat se demanda à voix haute si c'était vraiment la bonne chose à faire, et le directeur de la guilde comprit son inquiétude. Après tout, la vie de chaque combattant ici dépendait d'un seul homme. Quelques heures plus tôt, à la guilde, Lena avait expliqué que Lloyd, le mage blanc, était le véritable pilier de l'équipe du héros, et non les figures connues du public. La vérité, c'était que tout le monde avait été aveuglé par la glorification du héros, au point de ne pas voir celui qui faisait vraiment avancer les choses. Le directeur demanda si Lloyd était vraiment l'auteur de la brillante manière dont combattait le groupe d'aventuriers le plus fort, et la guerrière confirma sans hésitation. De plus, elle assura que cette guerre ne pouvait être gagnée qu'avec l'aide du mage blanc. Le problème était qu'elle ignorait où il se trouvait. Le directeur expliqua que Lloyd était parti en mission avec un groupe de rang S, et que rien que le voyage prendrait plusieurs jours. Lena croyait pourtant qu'il pourrait arriver bien plus tôt grâce à un sort de déplacement, à moins qu'il ne soit occupé par sa mission. Quoi qu'il en soit, elle espérait que tout le monde fasse confiance au fait que le mage faisait exactement ce qu'il fallait en ce moment. Dans le présent, le directeur expliqua que tout le monde avait accepté la proposition de Lena, mais que le doute persistait. Chacun voulait protéger sa famille, ses amis et ceux qu'il aimait. La horde arriva enfin. Lena ordonna aux archers de tirer leurs flèches. La volée abattit une partie de la ligne de front des monstres. Les porteurs de boucliers crièrent de pousser les ennemis dans les tranchées, tandis que les mages lançaient des boules de feu sur la masse qui avançait. Des vagues d'eau suivirent, inondant les tranchées pour noyer les créatures et élargir le fossé, rendant la traversée encore plus difficile. Le plan était simple, tenir jusqu'au retour des aventuriers de rang S. Justement, Iui et ses compagnons se dirigeaient vers Ishtar, soutenus par la magie de Lloyd qui les empêchait de s'épuiser. La seule présence du mage blanc suffisait à inspirer chacun à donner le meilleur. Ils refusèrent même de se reposer la nuit, chaque minute perdue étant une minute où la ville subissait l'assaut. Pendant ce temps, Lloyd et Correa atteignirent enfin la dernière pierre magique, gardée par des loups de haut rang et des panthères de sang. Quand la femme bête désactiva la pierre, le regard sauvage des créatures disparut, mais cela révéla un autre problème, loups et panthères étaient des ennemis naturels, et maintenant ils se battaient entre eux. Les deux premiers, en s'affrontant, renversèrent la pierre magique. Correa perdit aussitôt son invisibilité, et toutes les bêtes la fixèrent d'un regard féroce. Pour la sauver, Lloyd lança un sort pour attirer toute leur attention sur lui. Aux portes d'Ishtar, certains monstres parvinrent à franchir la tranchée et à atteindre les porteurs de boucliers, qui les repoussèrent aussitôt. En première ligne, Lena, en tête des défenseurs, apprit que le flanc droit avait subi de lourds dégâts. Comme si cela ne suffisait pas, la ligne de défense céda, laissant les monstres pénétrer. À ce moment critique, les aventuriers de rang S arrivèrent enfin. Ailleurs, Lloyd occupait les ennemis avec ses sorts d'amélioration physique, mais cela ne signifiait pas qu'il pouvait tous les affronter à la fois. Correa savait qu'il parvenait seulement à éviter les attaques avec beaucoup d'habileté, pas à vaincre directement les monstres. Malgré cela, cet humain faisait tout pour la protéger. Pour honorer son geste, la femme bête commença à chanter. Sa voix fit naître une étrange énergie qui enveloppa son corps et attira l'attention de toutes les créatures proches.
En tendant la main vers elle, elle les amena peu à peu à reculer. Quand Lloyd arriva pour lui demander ce qu'elle avait fait, Kureha expliqua qu'elle s'était simplement contentée de les convaincre de retourner dans la forêt. Son sort ne les contrôlait pas, il permettait seulement de partager ses pensées avec elle. Lloyd la remercia de l'avoir sauvée, et elle fit de même. Il était temps de se diriger vers Ishtar. Aux portes de la ville, les aventuriers de rang S rejoignirent les forces défensives et firent tout pour repousser les milliers de monstres. Mais même avec les renforts, le nombre écrasant d'ennemis finit par les submerger. La ligne de front commençait à s'effondrer, les archers manquaient de flèches et les mages de mana. Pourtant, Lena restait la figure la plus inspirante, tenant la ligne et donnant à tous l'espoir qu'en résistant, la victoire viendrait. Mais la détermination ne suffisait pas. Les guerriers tombaient les uns après les autres, les défenses cédaient et la menace devenait de plus en plus terrifiante. Le directeur savait que l'armée était à bout. Il ne tiendrait plus longtemps. C'est alors que Kureha apparut sur le champ de bataille et commença à chanter. Sa douce voix traversa le chaos et calma le regard sauvage des créatures. Comme par miracle, les monstres se retournèrent et s'éloignèrent lentement, paisiblement. Le groupe de Yui aperçut Lloyd et poussa un cri de soulagement. Voyant Kureha épuisée, le mage blanc la soutint pour s'assurer qu'elle allait bien. Il fut impressionné par ses capacités, tout comme elle le fut par sa magie de soutien, elle n'aurait jamais pu projeter son sort sur un champ de bataille aussi vaste sans lui. Elle lui demanda quel type d'aide il avait apporté, et Lloyd expliqua qu'il avait lancé plusieurs couches de réduction de consommation de mana et d'augmentation de puissance magique. Il insista tout de même sur le fait que, malgré son soutien, c'était elle qui avait fait le plus gros du travail. C'est alors que la femme bête révéla que son vrai nom était Claire. Mais avant que le moment ne s'installe, des géants de pierre arrivèrent au mur d'Ishtar, prouvant que la guerre était loin d'être terminée. Un jour plus tard, Michael observait une carte avec ravissement, imaginant qu'Ishtar devait être assiégé par 30 000 monstres à cet instant précis. Mais soudain, un messager se précipita dans son manoir pour annoncer que la horde en marche avait brusquement commencé à se disperser. Au cœur de la forêt, Claire se lamentait que les golems ne puissent pas l'entendre. Tandis que Lloyd soupçonnait une sorte d'interférence démoniaque destinée à atteindre les lignes de front avant les monstres, le mage de soutien lança un sort qui augmenta leur vitesse, esquivant les rangs ennemis et manquant de se faire écraser dans le processus. Les deux parvinrent finalement sains et saufs au fossé qui protégeait les portes de la ville. Sans hésitation, Lloyd entoura la taille de sa compagne de son bras et bondit par-dessus l'écart, un exploit qui laissa chaque soldat témoin bouche bée. Dès cet instant, leurs esprits se relevèrent, rassurés par la présence du jeune mage qui s'était déjà prouvé bien au-delà de l'ordinaire. L'un après l'autre, ses compagnons de rang S arrivèrent également. Alors qu'ils célébraient la retraite des monstres, Lloyd attribua le mérite à Claire. Mais lorsqu'Iui et Silica entendirent ce nom, elles furent perplexes car elles étaient certaines que la jeune fille s'appelait Kureha. Malgré tout, il n'y avait pas de temps à perdre. Les golems n'étaient pas encore arrivés et le mage de soutien principal à la tranchée était déjà complètement épuisé après un combat si féroce. Même dans cet état, Lloyd savait qu'il devait rester debout et continuer à se battre, l'avenir d'Ishtar en dépendait. C'est alors que le directeur de la branche de la guilde apparut pour prêter main forte, et Lloyd lui demanda de protéger Claire durant la bataille. L'homme ordonna aussitôt à une escouade de chevaliers de garder la fille bête. Avant de partir, Lloyd la remercia, admettant que sans son aide, le résultat aurait été bien pire. Elle secoua la tête, affirmant que c'était l'inverse, c'était eux qui l'avaient sauvée. Le directeur de la guilde déclara que Lloyd était le seul espoir de la ville, une affirmation qui mit le garçon mal à l'aise. Lena expliqua qu'Allen avait refusé de rejoindre la guerre. Après une querelle avec quelques aventuriers à la guilde, il avait simplement abandonné son devoir. Lloyd rappela que des milliers de vies étaient en jeu, mais Lena ricana, disant que cet homme n'était en rien un héros. À ce moment, Lena chancela, portant la main à la profonde blessure de son bras. Lloyd, bien que presque vidé de magie, réussit à la guérir complètement. Cet effort le laissa si faible qu'il manqua de s'effondrer et elle dut le soutenir. Elle lui dit que grâce à sa magie de soutien, leur groupe avait toujours été le plus fort. Même si Lloyd lui-même ne voyait pas à quel point il était puissant. Elle admit qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point il avait été vital pour leur équipe. Elle n'avait même pas empêché les autres de le chasser. Les larmes aux yeux, elle s'excusa. Mais Lloyd croyait encore qu'il avait été expulsé parce qu'il était trop faible. Avant qu'il ne puisse parler davantage, les golems atteignirent enfin le fossé. Les soldats de front chargèrent imprudemment et Lloyd tenta de les prévenir que ce n'étaient pas des golems ordinaires. Trop tard. Plusieurs guerriers sautèrent dans la mêlée pour être massacrés instantanément. Voyant cela, Lena leva son bouclier et ordonna des salves de boules de feu. Mais, tout comme les flèches auparavant, ces explosions n'égratignèrent guère l'armure de pierre des monstres. L'un après l'autre, les golems franchirent le fossé, forçant les défenseurs à reculer pas à pas. Même au bord de l'effondrement, Lloyd se prépara à renforcer les troupes. Ses alliés lui rappelèrent qu'il y avait des dizaines de soldats, mais il les rassura en disant qu'ils pouvaient gérer, non pas tous à la fois, mais par groupe tournant. Rapidement, il lança des enchantements physiques sur les combattants de première ligne tout en augmentant la puissance des unités magiques. Ses propres compagnons reçurent également des améliorations,
bien que chacun sût que les effets ne dureraient pas longtemps. Pendant ce temps, Iui grimpa sur une estrade en bois pour rallier les soldats. Elle cria que Lloyd avait renforcé plusieurs guerriers capables d'affronter les golems de front. Les troupes doutaient encore de pouvoir tenir tête à de tels géants jusqu'à ce que Lena le prouve elle-même. Se tenant derrière son bouclier, elle arrêta net le poing d'un géant. Pour enfoncer le clou, Iui bondit sur un golem et le trancha en deux d'un seul coup d'épée. Lena rappela à tous que cela n'était possible que grâce à la magie de Lloyd. Peu à peu, les soldats réalisèrent que leur corps semblait plus léger, et que même les armes et armures qui les accablaient autrefois paraissaient plus faciles à porter. Au milieu du chaos, Lloyd donna des ordres, Cross devait soutenir les unités magiques tandis que Dagas devait protéger Silica pour qu'elle puisse bombarder les lignes ennemies en toute sécurité. Quant à Lloyd lui-même, il tenait à peine debout. Le directeur de la guilde le porta donc dans un endroit plus sûr, d'où il pourrait continuer à soutenir. Dès lors, les archers travaillèrent main dans la main avec les mages, décochant des flèches enflammées qui s'avérèrent efficaces contre les golems, en abattant plusieurs sous la direction de Cross. À l'avant, Dagas planta son énorme bouclier devant Silica, lui offrant la protection dont elle avait besoin pour déchaîner ses sorts dévastateurs. Après un long combat brutal, les défenseurs réduisirent finalement l'ennemi à un seul golem. Pour mettre fin à la guerre une bonne fois pour toutes, un soldat se précipita et frappa de son épée, mais la lame se brisa à l'impact et l'homme fut écrasé d'un seul coup de poing. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, les améliorations de Lloyd venaient de disparaître. Avec leur force s'évanouissant, la panique balaya les troupes qui commencèrent à fuir terrorisées. Le dernier golem avança jusqu'aux portes. Iui se plaça sur sa trajectoire, mais Lena la poussa de côté pour lui sauver la vie. Dagas intervint ensuite, bouclier levé pour bloquer le coup, mais le poids de l'attaque l'envoya s'écraser au sol. Dans un dernier effort, malgré son manque de puissance, Lloyd réussit à enchanter l'arme de Iui. Réalisant cela, la jeune fille appela au soutien de Dagas et de Lena. L'épée en main, la jeune épéiste attendit que le golem lance un autre coup. Et lorsque le choc fut absorbé par les boucliers, elle profita de la garde baissée de l'ennemi pour délivrer le coup final qui mit un terme à la bataille. Observant de loin le combat, le mage mystérieux murmura pour lui-même que Lloyd semblait s'épanouir bien plus sur un véritable champ de bataille qu'il ne l'avait jamais fait avec son ancien groupe d'aventuriers. Pendant ce temps, le grand général Gris fit irruption furieux dans le manoir de Michael, décidé à annoncer que leurs ennemis avaient sauvé la femme bête. Mais Michael n'était pas là, ce qui mit le démon dans une telle rage qu'il fracassa la table de son hôte en deux. Voyant ses plans s'effondrer, Gris commença à soupçonner une ingérence de Michael. Il décida donc de se retourner contre son ancien allié. Quelque temps plus tard, Lloyd se réveilla dans le lit de l'auberge, Iui assise à ses côtés, veillant sur son ami. Le mage se lamenta de ne pas avoir été assez fort pour endurer tout le combat, mais elle lui rappela qu'il était bien plus grand et bien plus précieux qu'il ne le croyait. À l'extérieur de sa chambre, des dizaines d'habitants pressaient contre la porte, espérant apercevoir le héros de la bataille. Toute cette attention perturba tellement Lloyd qu'il claqua la porte au nez de la foule. Si son estime de lui était basse, sa timidité était immense, et jamais elle ne lui permettrait d'affronter tant de monde autour de lui. Iui ouvrit la porte et lui dit de sortir la tête haute. Il sortit bien, mais par la fenêtre, la tête basse, priant pour que la chute ne le tue pas. Loin de là, le mage qui suivait les traces de Lloyd arriva à un petit cottage. Au moment où il tenta d'ouvrir la porte, une explosion l'accueillit. L'ancienne maîtresse de Lloyd avait lancé un sort desquels avait senti quelque chose de suspect à proximité. Elle exigea de savoir comment il avait survécu à l'explosion. Mais, comme tout vrai magicien, il ne révéla jamais ses secrets. À l'intérieur, il fit face à de vieilles connaissances, Lily et Thor. Lily le salua comme l'alchimiste fantôme, puisqu'il avait abandonné la préparation de potions pour se consacrer entièrement à la collecte d'informations. La maîtresse de Lloyd admit qu'elle ne l'avait pas vu depuis des années et lui demanda donc des nouvelles de son ancien apprenti. L'alchimiste expliqua que le garçon avait été chassé de l'équipe du héros, mais la rassura, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, Lloyd avait désormais rejoint un groupe de rang S plus encore, il avait des nouvelles très importantes concernant ce jeune mage de soutien. De retour à l'auberge, après avoir fui la foule, Lloyd fut acculé par ses coéquipiers qui exigeaient de savoir pourquoi il fuyait tout le monde. Ils expliquèrent que personne ne le poursuivait pour l'inviter à dîner, c'était simplement la manière des habitants de montrer leur gratitude puisqu'il avait sauvé la ville. Fidèle à sa nature craintive, Lloyd insista qu'il n'avait apporté qu'une petite aide à la guerre. Ses amis, cependant, lui firent comprendre clairement qu'il devait arrêter de se fixer des normes impossibles, car cela ne faisait que le tourmenter. À la place, il devait apprendre à avoir beaucoup plus confiance en qui il était. Dans le cottage, l'alchimiste fantôme confia que Lloyd n'avait aucune idée de ses véritables capacités, un angle mort qui pouvait nuire non seulement à son propre bien-être, mais aussi à ses relations avec tous ceux qui l'entouraient. Attristée, la maîtresse de Lloyd avoua qu'elle détesterait penser que son élève puisse répéter les mêmes erreurs qu'elle avait commises autrefois. Sur la place centrale d'Ishtar, Iui persuada Lloyd d'apparaître devant le peuple. Aussitôt, la foule leva ses chopes et ses poings, acclamant le sauveur de la ville. Lloyd, à son tour,
insista qu'il devait remercier les guerriers qui avaient combattu si vaillamment pour la sécurité du territoire. Pourtant, ces mêmes soldats avancèrent, déclarant qu'ils n'auraient jamais pu se battre sans le soutien indéfectible du grand mage. N'ayant plus aucun argument, Lloyd fut couronné, du moins dans le cœur du peuple, comme le grand héros d'Ishtar. Peu après, Allen apprit la nouvelle. Le coéquipier qu'il avait autrefois rejeté était devenu une célébrité, salué pour avoir porté l'armée de la ville sur ses épaules durant la bataille. Comme on pouvait s'y attendre, il en fut tout sauf satisfait, d'autant plus que son propre titre de héros allait lui être retiré pour avoir refusé d'apporter son aide. Sans patience pour la situation, le chef du groupe ordonna à ses subordonnés de rassembler leurs affaires. Ils quittaient la ville sur le champ. Après tout, cet endroit considérait désormais Lloyd comme le sauveur des terres, et Allen ne pouvait supporter d'y rester un jour de plus. De retour dans le cottage de la forêt, l'alchimiste fantôme expliqua que le nouveau groupe de Lloyd était composé d'aventuriers d'élite, dont une épéiste de 17 ans, un véritable prodige. Au fil de la conversation, une coupe de boisson fut servie à chacun autour de la table. Ils burent tous une gorgée et l'alchimiste leva son verre, honoré de boire aux côtés d'un groupe aussi légendaire. Lily l'interrompit, lui demandant d'arrêter les flatteries, il savait déjà pourquoi ils étaient là. Selon Thor, ce jour-là, ils honoraient Sibylle. Sur ce, l'alchimiste révéla que la race démoniaque contrôlait des monstres pour conquérir Ishtar. Ils exploitaient la magie des orques. Et la question troublante était, pourquoi les démons agissaient maintenant, de tous les moments possibles? Cela ressemblait presque au retour du roi démon. À ces mots, la maîtresse de Lloyd s'emporta, déclarant que ce monstre avait été exterminé il y a longtemps, qu'il n'y avait aucune chance de son retour. Autrement, tout ce que Sibylle avait accompli n'aurait servi à rien. Thor l'apaisa, rappelant que la possibilité était mince et que l'anxiété n'y changerait rien. Pour protéger l'avenir créé par Sibylle, ils devaient donner tout ce qu'ils avaient maintenant. Dans la ville, les aventuriers de rang S furent convoqués par le jeune seigneur d'Ishtar. En entrant dans son manoir, ils furent surpris de trouver Claire les attendant à l'intérieur. C'est seulement alors qu'ils apprirent que la femme bête avait été accueillie comme invitée d'honneur par le seigneur de ces terres. Enfin, le jeune homme se présenta correctement, Lord Abel Lucas. Cross avoua qu'au départ, il pensait que ce garçon était soit le jardinier, soit le majordome de la maison. Même le reste de l'équipe avait du mal à croire que ce jeune était réellement celui qui dirigeait tout, surtout qu'ils avaient entendu dire que le seigneur occupait ce poste depuis plus de 10 ans. Naturellement, tout le monde supposait qu'il serait au moins un peu plus âgé. Intrigué, Abel Lucas demanda s'il ne paraissait pas plus vieux, et Silica répondit qu'il ne semblait même pas plus âgé qu'eux. Selon le seigneur, maintenir les apparences demandait des efforts. Il lui murmura que cela semblait être bien plus que de simples efforts. Quand Lloyd se rappela que sa maîtresse paraissait elle aussi inhabituellement jeune, lui et Iwi commencèrent à soupçonner une sorte de magie de rajeunissement. Abel rit et promit de partager quelques astuces pour préserver la jeunesse, mais seulement après avoir discuté de ce qui importait vraiment. Pendant ce temps, dans l'escalier d'un château d'un autre royaume, un homme bête désespérait de n'avoir trouvé aucun indice sur l'endroit où se trouvait Claire, malgré de longues recherches. Soudain, un garde se précipita, appelant Sirion. La jeune dame Claire avait enfin été retrouvée. Au même moment, Lloyd et ses compagnons furent stupéfaits de découvrir que Claire n'était autre que la seconde princesse de l'Empire de la Forêt, une nation pacifique où vivaient les orques. Abel Lucas demanda alors ce qu'il pensait de la magie de la femme bête. Lloyd admit qu'elle était impressionnante, mais aussi terrifiante, étant donné qu'elle pouvait être utilisée pour contrôler les monstres. Abel confirma que son pouvoir était vraiment unique. C'était précisément pourquoi il ne pouvait jamais permettre que les démons la capturent, et pourquoi l'Empire la recherchait depuis tout ce temps. En fin de compte, ce furent ces aventuriers qui avaient sauvé la princesse. À ce propos, Abel Lucas révéla une mission digne de héros telle que l'Empire tenterait certainement de récupérer Claire, mais le seigneur d'Ishtar voulait que le groupe l'escorte en toute sécurité jusqu'à Sulf, la capitale du royaume de Furin. Le groupe hésita, soulignant qu'escorter une personne d'une telle importance semblait plus relever des chevaliers royaux que de simples aventuriers. Mais Lord Abel expliqua qu'envoyer des chevaliers attirerait bien trop l'attention. Il craignait que les démons ne réalisent immédiatement qu'une pièce aussi essentielle était déplacée. Pour cette raison, Claire insista elle-même pour confier sa sécurité aux aventuriers devant elle. Une fois la réunion terminée, tout le monde se rassembla dehors pour se préparer au départ. Clara leur demanda de l'appeler simplement par son prénom. Même si les aventuriers étaient mal à l'aise à l'idée de s'adresser aussi familièrement à une princesse, Iwi retira son gant et offrit à la femme bête une poignée de main amicale, donnant aux autres la confiance nécessaire pour se détendre en sa présence. Sur ce, Lloyd déclara qu'il était temps de se diriger vers la capitale royale.